Bonjour, monsieur Marc Montagnier, avocat. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Bon, pour le coup, je ne sais pas si vous représentez un collectif ou une association. Je vous laisse présenter et dire d'où vous venez. Bonjour, donc je suis Marc Montagnier, je suis avocat sur Versailles, le barreau de Versailles, je suis amené à avoir de plus en plus de cas d'effets secondaires de vaccins notamment contre le Covid, mais pas seulement, de façon plus large aussi les vaccins contre l'hépatite B par exemple, et c'est vrai que c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas jusque-là. Alors, quand vous dites nouveau, c'est juste maintenant ou J'ai l'impression que les personnes commencent à prendre conscience que peut-être il peut y avoir un lien entre les signes qu'ils ont et leur injection. Je donne juste un exemple. Nous, dans notre profession, on attend beaucoup. On attend beaucoup notre tour, par exemple. Quand on passe devant un juge, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et en discutant avec une autre avocate, elle me dit que, pourtant très très jeune, elle avait 30 ans, qu'elle venait de faire un AVC. Et je lui demandais comment c'était, voilà, et c'était à peu près remise de ça. Elle n'avait pas fait le lien entre l'AVC et pourtant son injection qui avait lieu 2 mois avant. 2 mois avant, alors que pour elle, elle est censée être au courant, pas du tout. Donc en fait, maintenant les gens prennent conscience que peut-être il peut y avoir un lien. D'autant plus que lorsque ces personnes voient leur médecin, la première chose que le médecin dit, ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence. Bon, voilà, après les gens commencent à s'enseigner, grâce à votre travail, notamment grâce au travail des associations, les gens commencent justement à faire le lien entre les deux. Alors qu'on leur avait dit et répété, je pense notamment à notre médecin de la santé, François Braun, donc, qui n'est plus là, mais qui disait au mois de septembre, non, il n'y a aucun effet secondaire du vaccin. Voilà. Donc, les gens commencent à voir qu'il y a un léger décalage entre ce qu'ils vivent et peut-être le discours médiatique qu'ils entendent en permanence. Et vous, personnellement, donc du coup, c'est dans le cadre professionnel que vous en avez pris conscience à la base, d'accord, en voyant l'augmentation, et vos recherches, elles datent de quand, en fait, depuis combien d'années vous voyez ça? Ça a débuté avec les premières injections Covid. J'avais entendu, comme tout le monde, les scandales sur l'hépatite B, tout ça, le scandale du vaccin, l'hépatite B qui pouvait déclencher des scléroses en plaques. Mais c'est vrai qu'on vit dans un pays où le vaccin est une religion. Une religion, c'est-à-dire que le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'avais noté une chose amusante, c'est que à chaque fois qu'on présentait pour le Covid une nouvelle molécule, que ce soit l'ivermectine. Enfin, quand je dis nouvelle molécule, c'est une nouvelle idée de traitement, bien sûr. Donc l'ivermectine, l'utilisation d'une molécule. Voilà, l'hydroxy et chloroquine. Il y avait d'autres plantes, l'artémisia, quelque chose comme ça. On n'avait même pas fini de prononcer le nom de la molécule que les officiels et scientifiques disaient non mais n'y touchez pas, vous allez mourir, il faut faire des études en double aveugle, en triple aveugle, en quadruple aveugle, en ce que vous voulez aveugle. Surtout ne le prenez pas parce que alors que c'est quand même des produits qui existent depuis je sais pas pour l'hydroxychloroquine depuis 70 ans et qui a fait aucun mort. Seul mort et des milliards de doses. Il y a eu un mort aux États-Unis. C'était quoi? C'était un type qui avait pris l'hydroxychloroquine, il s'est formule pour nettoyer les aquariums. Il avait pris peut-être 15 fois la dose. Il est mort de ça. Ok, très bien. Et si vous voulez, les mêmes qui nous disaient attention, ne prenez pas cette molécule parce que vous allez avoir des gros problèmes. Lorsque le vaccin est arrivé en phase de test, je précise quand même, en phase de test, en fait, on prenait la population pour des cobayes et disait mais allez-y, il n'y a pas de problème, les yeux dans les yeux. C'est sûr qu'on est sur une nouvelle technologie qui est peut-être bonne ou mauvaise. En tout cas, c'est une nouvelle technologie. On n'avait pas fini tous les essais et surtout, on n'a jamais vu un vaccin préparé aussi rapidement. Un vaccin minimum, c'est 10 ans. Là, en même pas 1 an, on avait trouvé quelque chose, tout ça. Donc, si vous voulez, ça induit en moi un certain questionnement en disant pourquoi est-ce que quand on parle de médicaments, il faut surtout pas en prendre à part le Doliprane qui sert à rien, sauf à détruire votre foie. Et quand on parle de vaccin, là, pour le coup, il faut y aller. Donc, si vous voulez, il y a eu un certain questionnement. Après, je me suis renseigné, notamment sur le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, qui dans une étude a indiqué qu'il y avait 1 cas sur 800 d'effets secondaires graves, ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans l'histoire des vaccins, pour par exemple 1 cas sur 5000, on retire un vaccin du marché. On n'est que 1 cas sur 800, ce qui est énorme. Et pourtant, le vaccin n'a pas été retiré. Donc il y avait d'un côté le discours officiel qui dit allez-y, il n'y a rien à voir, il y a 0 effet secondaire. Tous ceux qui disent le contraire sont des gros menteurs. Et de l'autre côté,
les organismes officiels qui dépendent du gouvernement, qui disaient mais non, nous on voit sur le terrain comme des effets secondaires relativement graves. Voilà, il faut aussi savoir une chose très importante, c'est que on a dit, alors il faut vérifier, mais en tout cas ça n'a pas été démenti par l'assurance maladie, qu'un médecin qui vaccinait dans les centres de vaccination pouvait toucher plusieurs milliers d'euros par jour. Par contre, un généraliste qui fait une déclaration de pharmacovigilance en disant « Moi, je suis généraliste, je vois un patient qui a des effets secondaires, il doit passer minimum 2 heures pour faire la déclaration. » Pourquoi 2 heures? Il doit passer 1 heure pour la déclaration. Après, l'assurance maladie le bombarde de questions. Si vous refusez de répondre, c'est une faute disciplinaire. Vous êtes obligé de répondre. Et c'est payé exactement 0 euros, 0 centimes. Voilà, donc moi je suis d'accord, mais les généralistes ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont leur loisir, on peut pas les obliger à rester. Donc voilà, c'est que il n'y a aucune incitation à faire cette pharmacovigilance. Et souvent. Oui, non seulement elle n'est pas active, mais la passive, elle laisse vraiment à désirer. Exactement. Et puis ils ont peur aussi d'être mal vus, par la hiérarchie, tout ça. Et puis qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire la paperasse, machin, 2 heures, payer 0 euros. Encore une fois, c'est 2 heures, c'est énorme. C'est énorme bien sûr. Pour un cas. Donc moi, ma théorie, je pense que c'est pas qu'une théorie, et c'était repris par beaucoup de gens, c'est que les chiffres officiels qui sont déjà énormes sont surestimés. Alors que à l'inverse, sous-estimés, vous voulez dire. Excusez-moi, sous-estimés. Alors qu'à l'inverse, les cas de Covid étaient surestimés. Pourquoi? Quelqu'un qui arrivait, par exemple, avec une hémorragie forte suite à un accident de scooter, on lui faisait un test PCR. Ah, il a le PCR, il a le Covid, il meurt à cause de son hémorragie, il est mort du Covid. On le comptabilisait en Covid. Il faut aussi savoir que les hôpitaux, quand ils déclaraient un cas Covid, touchaient près de 2000 euros. C'est énorme. Oui, ça veut dire que tout ça était volontaire, on cherchait à gonfler les chiffres. Exactement. Et pour la grippe, juste pour mettre en perspective, un hôpital qui déclare un cas de grippe, c'est 1000 euros. Là, on était sur 2000 euros. Quand même, il y avait une incitation, pourquoi pas faire passer aussi les cas de grippe, voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les tests PCR, on peut découvrir n'importe quoi. Pourquoi pas même des morceaux de la momie de Toutankhamon en vous? Pourquoi? Parce que on amplifie tellement. C'est ça. C'est ce que disait Karim Melis. Arrivé à 50 cycles, on trouve tout. Et Hervé Seligman avait prouvé à Luxembourg que il y avait 80% des tests qui étaient faux, en fait. Qui étaient réanalysés en laboratoire. Et dès qu'il a mis ça un peu en public, tout de suite, le laboratoire n'a plus du tout publié ces... Et ce qui est très éminent, c'est que quand on regarde les courbes des épidémies, quels que soient les pays, bizarrement, alors ça je trouve ça extraordinaire, c'est que la courbe des épidémies suit le nombre de tests. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus vous testez, plus il y a de cas positifs. Comme si vous avez besoin d'un test pour savoir que vous étiez malade. C'est quand même... donc c'est comme si on avait gonflé les chiffres officiellement pour faire peur aux gens. Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quelle est la motivation. En tout cas, je remarque qu'il y avait une volonté de gonfler les chiffres et voilà, et aboutir à cette vaccination massive où je vois des effets secondaires extrêmement graves, parce que on parle de myocardite, de machin, moi je vois des cas extrêmement graves. Je vois des gens qui ne peuvent plus travailler, je vois des gens qui ont mal en permanence, qui ont des atteintes extrêmement graves et qui les empêchent d'avoir une vie. Et alors justement, en temps là, parce que vous êtes et avocat et homme, donc quels sont comment l'avocat prend ça et comment l'homme qui est derrière l'avocat vit ça? Parce que ça doit être quand même. Moi, ce que je vois, c'est une profonde injustice. C'est-à-dire que nous, évidemment, notre travail, c'est faire les dossiers d'indemnisation. On n'est pas Don Quichotte, en tout cas, c'est pas comme ça que je me vois. On est là pour aider les gens, qui soient indemnisés, qui puissent se soigner correctement. Après, au niveau humain, on peut pas s'empêcher, comme vous le dites, d'avoir des sentiments. Et moi, le sentiment qui me submerge, c'est le sentiment d'injustice, parce que on a dit, pour moi, c'est une sorte de double peine. On a dit aux gens, allez-y, vaccinez-vous les yeux dans les yeux, vous n'aurez aucun problème, c'est une formalité, c'est puis voilà, c'est Pasteur, tout ça. Ok, très bien. Les gens ont fait confiance. Il faut savoir que tous les gens, à chaque fois, je pose une question. Est-ce que oui ou non, on vous a informé des effets secondaires? Jamais. En tout cas, tous les gens qui sont venus me voir, jamais. Et même moi, pour rigoler, enfin pas rigoler, mais à chaque fois qu'il y avait un centre de vaccination, j'insistais, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Je pose la question une fois, non, 2 fois. Bon, on est un peu persévérant, donc je pose la question 20 fois. Au bout de 20 fois,
il y a un léger mal de tête parfois. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Voilà. Et donc, si vous voulez... Personnellement, c'est-à-dire que vous avez expérimenté cette question personnellement. D'accord. À chaque fois que je suis en séance de vaccination, okay. un petit jeu comme ça. C'est pas un témoignage par oui-dire. Exactement, non, c'est ce que j'ai vu. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, on leur a dit vaccinez-vous, ils sont fait vacciner. Maintenant qu'ils ont des problèmes, on dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, il y a une sorte de négation de ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils sont un peu gênants. C'est-à-dire quand ils vont voir leur médecin, on ne sait pas trop comment les prendre. Parce que tout simplement, ce sont des blasphèmes vivants. Si on reprend le cas du vaccin comme étant une religion, vous êtes la preuve que Dieu n'existe pas, vous êtes la preuve que la Terre n'est pas plate, bah, du coup c'est embêtant parce que vous êtes la preuve vivante que tout ce que le médecin vous a martelé est faux. Donc il est un peu gêné, donc je vois, même c'est amusant, j'ai même eu des cas d'infirmières qui avaient des effets secondaires, elle me disait, quand je vais voir des médecins, je sens, je sais pas, il y a un problème, je suis pas prise en charge comme je le devrais. Et donc, si vous voulez, voilà, moi, ce que j'ai ressenti à titre personnel, c'est une profonde injustice de cette double peine, des gens qui on a pas donné les vraies informations, et surtout, ce qui me révolte, et là, c'est vraiment, je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est que, alors, peut-être que les gens ne me disent pas tout, mais 100% des gens qui sont venus voir, ils me disent je l'ai fait parce que je me suis senti obligé de le faire, parce que sinon je perdais mon travail, je pouvais pas voir mes parents en maison de retraite, enfin voilà, je me sentais obligé de le faire, et c'est ça qui m'a vraiment révolté, parce que on les a clairement obligés, hein, je veux dire, ils l'ont pas inventé. D'ailleurs, quand on prend les chiffres, avant les mesures coercitives, on perd le travail, on perd tout ça, on peut plus prendre un café parce qu'un café à l'extérieur, ça peut être très dangereux. Les Français ne se faisaient pas vacciner, c'est-à-dire que les Français ont senti, sans être scientifiques, que il y avait quelque chose qui clochait. Et puis de façon un peu plus, on va dire, globale, c'est quand même étrange que des gens qui veulent votre bien veulent tellement votre bien que si vous faites pas ce qu'ils vous disent, vous allez perdre votre travail, vous allez tout perdre, vous allez vous voir ostraciser. C'est quand même énorme. Vous voyez, donc est-ce que vous ne le vivez pas, vous, dans les tribunaux, en fait? Est-ce que ça passe? Enfin, je m'imagine que vous avez plaidé là-dessus, mais est-ce que ça passe? Alors, il faut aussi savoir comment se déroule un dossier d'indemnisation. On a une première phase devant l'ONIAM, avec un expert, un médecin qui est nommé par l'ONIAM. Voilà, l'expert fait son travail, rend son rapport, et après l'ONIAM dit moi je considère qu'il y a un lien, ou je considère qu'il n'y a pas de lien. 9 fois sur 10, on va devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que soit l'ONIAM dit non, il y a aucun lien, alors qu'on a pu démontrer le lien, soit il propose ce qu'on appelle des clopinettes. C'est quoi des clopinettes? Je donne un exemple particulier, c'est pas moi qui l'ai traité, mais c'était un exemple connu, c'était une jeune fille qui a subi une hystérectomie, c'est-à-dire qu'une ablation de l'utérus, à 25 ans, elle n'a pas d'enfant, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant, a reçu comme proposition de l'ONIAM 2000 €. Voilà, ouais, pour ne plus être mère, ne plus peut-être même pas. Si on peut pas mettre d'argent, c'est sûr que 2000 € c'est carrément une offense. Mais même pas trouver de mari, peut-être. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, mais voilà. Donc du coup, on entre dans la deuxième phase, qui est le tribunal administratif. Faut connaître que le tribunal administratif, c'est une procédure écrite. On n'est pas dans l'oralité, on n'est pas dans la cour d'assises avec les effets de manche. Non, et puis ce sont des gens qui sont très très carrés et qui jugent sur pièce. On n'est pas sur les beaux discours, donc c'est assez froid comme procédure. On n'est pas du tout dans ce côté grandiloquent qu'on pourrait avoir devant un tribunal. Et pour l'instant, nous avons fait le choix de ne pas poursuivre au pénal, parce que nous, notre objectif, c'est que les gens soient indemnisés. C'est ça notre objectif numéro 1. C'est qu'ils soient indemnisés. Si on va sur le pénal, ça peut durer 10 ans. Non, mais il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est l'hormone de croissance. C'est-à-dire qu'il y a quand même des scientifiques fous, façon Frankenstein, docteur Frankenstein, qui allait dans les morgues, sur les cadavres, prélever des hypophyses pour prendre l'hormone de croissance et les injecter chez des gens. Alors, l'enquête pénale a été formidable. Elle a duré aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire aussi longtemps que tous les gens soient morts. C'est-à-dire que tous les protagonistes de l'affaire sont morts. C'est-à-dire que l'affaire a dû durer, je sais pas, peut-être 20 ans ou 30 ans pour être sûr que tout le monde soit bien mort. Voilà, donc au niveau pénal, on ne maîtrise pas les délais. Au niveau civil, on maîtrise les délais. Donc peut-être que
après, on fera des procédures pénales. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient indemnisés. Encore une fois, on n'est pas sur le plan moral. On veut que des gens, par exemple, tout simplement, qui ont des gros problèmes puissent voir un psychologue. Un psychologue, ça coûte très cher. Une séance chez un psychologue, ça coûte 70 €, qui n'est pas remboursé. Donc... Quand vous dites nous, c'est-à-dire que vous êtes comme vous vous entendez avec des collègues, vous êtes comme un groupe, comme l'Honest par exemple, ou des choses comme ça? Alors, oui, on échange avec des confrères. Et ce qui est vraiment important, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que je respecte beaucoup le travail des avocats, entre guillemets, médiatiques, parce qu'ils ont pu faire avancer le débat. Mais encore une fois, on ne se place pas sur le plan de la morale. On va faire des procès à un tel, on va déposer plainte contre Olivier Véran, comme Agnès Buzyn. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout. Mais est-ce que c'est pas nécessaire pour arrêter, parce qu'il y a encore ces injections qui sont proposées par l'assurance maladie, couplées avec la grippe. Il y a encore des gens, là, j'ai un témoignage juste avant, des gens qui se sont fait vacciner en décembre 2024 et qui sont morts, un couple de 89 ans. Donc on se dit, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas au moins en parallèle ça pour que ça s'arrête? Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est utile, c'est pour ça que je salue leur travail, c'est utile médiatiquement. Après, honnêtement, je veux dire, la première chose que fait un gouvernement, ce que vous voulez, c'est de se protéger, de construire des murs de Berlin, des gilets pare-balles pour ne rien avoir. Donc, je veux dire, c'est encore une fois, c'est pas une critique. Hein. Je critique personne et je suis très respectueux. Mais est-ce que c'est pas un peu naïf de croire que en allant déposer plainte contre tel ministre et ça, il aura un procès, il sera jugé, il sera condamné? Est-ce que c'est pas un peu naïf? Par exemple, juste un élément. Le gouvernement a classé le Covid secret défense. On ne comprend pas pourquoi, même si notre président a dit nous sommes en guerre, bon, très bien, mais secret défense. Donc ça veut dire que le juge d'instruction qui voudrait par exemple investiguer, non, il ne peut pas. Ça rappelle un peu l'affaire des frégats de Taïwan. Les frégats de Taïwan, c'est quoi? C'est des rétro-commissions. On a il y a une liste dans le ministère des Finances, dans un coffre-fort, de tous les hommes politiques qui ont touché l'argent. Évidemment, c'est pas eux, soyons pas non plus naïfs, c'est leur famille, des proches ou des cousins, je sais pas. Le juge d'instruction ne peut pas accéder à ça parce que c'est secret défense. Là, le fait d'avoir classé le Covid secret défense empêche toute enquête sérieuse. Donc, vous avez raison, c'est bien d'en parler, c'est bien de dire qu'il y a eu des fautes, mais moi je ne peux pas dire aux gens qui viennent me voir, on va déposer plainte contre telle ou telle personne et vous allez voir, il y aura un procès. Non, moi le but c'est que les gens soient indemnisés parce que il faut savoir que quand vous avez des effets secondaires, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de travail, ce qui est drôle parce que ils sont fait vacciner pour garder leur travail. Et là, avec les effets secondaires, ils ont perdu leur travail. Donc, des gens n'ont plus de ressources. Il faut être aussi pragmatique. Les gens ne se battent pas pour venir les voir, ça fait peur. Ça fait peur. La famille s'éloigne, les amis s'éloignent. Et puis, il y a toujours cette suspicion que j'apprécie beaucoup, c'est... Est-ce que vous n'étiez pas un peu fragile à la base? Est-ce que finalement c'était pas en vous? C'est pas de votre faute. Voilà. Est-ce que c'est pas génétique? Alors là, il faut être très clair par rapport à ça. C'est que la Cour de cassation et le Conseil d'État aussi a dit et redit la même chose. Même si vous aviez une maladie en vous, par exemple, n'importe quoi, la sclérose en plaques, vous avez la sclérose en plaques. Si le vaccin déclenche ça, eh bien, on considère que c'est la faute du vaccin. Voilà. Même si vous l'aviez en vous, même si vous deviez l'avoir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devez être indemnisé par rapport à ça. D'accord. Voilà. Ok, alors la deuxième question. En quoi vous pensez que les rencontres citoyennes, comme elles se font aujourd'hui à Vierzon, sont nécessaires, utiles, particulières? Alors, moi, je trouve que c'est pas utile, je trouve que c'est fondamental. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un effet secondaire, vous êtes seul. Vous allez voir le médecin. C'est une coïncidence, ça n'a rien à voir. Très bien, circulaire, rien à voir. Vous allez voir vos proches, oui, est-ce que c'est pas quelque chose que tu avais en toi? Est-ce que tu serais pas un petit peu fragile? Voilà, non mais vous voyez, il y a une sorte de rejet, on devient un mouton noir. Un mouton noir. Ce genre de rencontre permet aux gens de constater qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres malades, donc on peut se regrouper, il y a des associations qui peuvent les guider dans les démarches. Et ce qui est bien, c'est que la personne qui organise ça, d'ailleurs, ce sont deux personnes que je remercie, elles ont eu l'idée d'intégrer des professionnels, à savoir des médecins, des pharmaciens, des avocats. Donc c'est-à-dire que les gens ont en face d'eux des professionnels qui n'ont pas le discours officiel ambiant.
voyez, par exemple, quelqu'un, à chaque fois qu'il va voir un médecin, non, ça n'a rien à voir. Là, il vient à cette rencontre, il se rend compte, bah oui, il y a des professionnels qui disent que oui, peut-être, il peut y avoir, même sûrement un lien entre vos effets secondaires et votre vaccin. Donc du coup, c'est extrêmement rassurant. Ça permet au niveau moral d'avoir un meilleur moral et surtout d'avoir des leviers d'action. Voilà, c'est très important. Et si vous voulez, moi, mon but, il est très simple. Évidemment, c'est d'aider le maximum de gens, c'est évident. Mais si jamais on refaisait la même pandémie, et je vous garantis que ça arrivera. Alors je peux pas dire quand, hein, je suis pas comme Klaus Schwab ou comme Bill Gates. Bill Gates a dit que voilà, l'année prochaine. Vous n'êtes pas dans leur petit papier. Voilà. D'ailleurs, c'est très amusant de voir à quel point ces gens sont mentalistes et arrivent à prévoir les choses à l'avance. Faut quand même leur tirer notre chapeau. Ils ont dû avoir un bon pendule, peut-être qu'ils tirent les cartes, je ne sais pas. Donc voilà, ça arrivera forcément parce que voilà. Eh bien, on arrête avec cette stigmatisation, on arrête avec cette confiscation du débat démocratique. Je veux dire, quand vous voyez un urologue célèbre sur les plateaux, le docteur Alexandre, je crois, qui n'y connaît rien. Il y connaît autant que vous et moi sur les bactéries, sur les vaccins. Il n'y connaît rien, zéro. S'attaquer au professeur Raoult en disant que c'est un charlatan, mais je veux dire, les bras m'en tombent, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Oui, et parce que pour les médias, quand vous êtes médecin de tout, sur tous les sujets, sur tous les domaines. Vous connaissez la génétique, vous connaissez le sida, vous connaissez tous les problèmes. C'est comme si on parlait toutes les langues sous prétexte qu'on en parle une. Exactement. Et donc, c'est comme si vous demandez à votre dentiste, docteur, j'ai mal au foie, qu'est-ce que j'ai? Enfin, c'est exactement pareil. C'est Laurent Alexandre, voilà. Comment est-ce que Laurent Alexandre peut... Alors, après, j'ai rien contre ce monsieur, encore une fois, mais c'est juste quelque chose qui m'avait frappé. Voilà, par exemple, on a critiqué Karine Lacombe. Je pense qu'on a bien fait parce qu'elle a dit beaucoup de choses qui sont révélées fausses. Mais au moins, l'avantage de Karine Lacombe, c'est qu'elle était dans le domaine. C'était dans le domaine des maladies infectieuses. Voilà, donc, il y avait une certaine légitimité, même si on n'est pas d'accord, même quand elle a promu par exemple le remdesivir, c'était une catastrophe. Quand elle interdit la vitamine D, voilà. c'est quand même très... Elle a dit, il n'y a pas de variant, pile, manque de bol, semaine après, on découvre plein de variants. Ouais. Bon, voilà, mais bon. Okay. Peut-être qu'elle n'est pas forcément la même, mais au moins elle était légitime. Mais en fait, pour les médias, le fait d'être médecin, ça veut dire que vous avez une carte, je sais pas, d'immunité pour parler de tous les sujets médicaux. Voilà, mais alors, à la limite, même si on est légitime, c'est le débat qui a manqué. C'est-à-dire qu'on peut mettre ensemble plusieurs virologues qui sont pas d'accord, qui vont discuter. On n'a plus de débat aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment problématique parce que le consensus scientifique n'existe pas. Les gens discutent ensemble, ils arrivent, ils évoluent. Mais en fait, le consensus n'existe pas en tant que tel. Hein. Et ce n'est pas le nombre qui a raison. Encore une fois. Ça. Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, on a eu par exemple des chaînes, des médias, on peut dire... mainstream, comme CNews par exemple, qui a été retoqué par l'ARCOM. Pourquoi? Parce qu'ils avaient invité par exemple, je sais pas, le professeur Perron, ils n'avaient pas mis en face quelqu'un qui était à fond pour la vaccination. Mais c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que combien de fois on a eu dans les médias une unanimité en disant allez-y, faites-vous vacciner, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes complètement demeuré, désolé, hein. Complètement, il va falloir vous faire interner. On n'a jamais eu ça. C'est-à-dire que là où l'ARCOM c'est une justice avec double sens en fait. Selon qui on est, on nous applique ou pas telle ou telle et si on va encore plus loin, ça veut dire que je sais que c'est la mode de taper sur les journalistes, taper sur les chaînes de télé. Bon, je suis le premier à être critique, mais est-ce que vous, en tant que patron de chaîne, prendriez le risque de faire interdire votre chaîne, d'avoir des amendes de plusieurs millions d'euros parce que vous avez eu un discours différent? Voilà, donc encore une fois, je n'approuve pas. J'ai pas dit que c'est bien. Mais je dis juste que, voilà. Mais on en revient au même, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la source parce que on a l'impression de courir derrière les effets secondaires, tous les problèmes qui sont liés à cette propagande. Et en ça, quand est-ce qu'on va s'attaquer à la source pour que ça s'arrête, en fait? Parce que sinon, on peut toujours continuer à courir derrière les conséquences. La source, elle est simple. La source, c'est que c'est le respect des principes. Par exemple, j'ai juste un peu changé de sujet, mais il y a des gens qui disent, oui, il faut un avocat dans tous les domaines. Quelqu'un qui a tué, il faut un avocat. Quelqu'un qui a violé, il faut un avocat. Mais il y a des gens qui rajoutent, sauf pour les gens qui vont tuer un enfant, sauf pour les gens qui vont tuer une personne âgée. Désolé,
moi, quelqu'un qui a tué 3 pères de famille de 40 ans, qui avait 3 enfants chacun, pourquoi est-ce que lui, il aurait un avocat, et celui qui a tué une personne âgée de 90 ans, il n'aurait pas d'avocat? Vous voyez ce que je veux dire? Et si on revient sur le sujet, les principes de base, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas forcer les gens à prendre un traitement, à se faire vacciner. On ne peut pas obliger les médecins à prescrire quelque chose qui ne valide pas. Ce sont notamment les traités de Nuremberg. Donc moi je suis juste au respect des traités qu'on a signés et qui existent. Hein. Exactement. C'est ça le problème. Et encore une fois, je ne suis pas dans ce débat. Oui, les vaccins sont pas bien, ou les vaccins sont très bien. Je ne suis pas sur ce débat. Je suis sur le débat de il faut respecter le choix des gens. Et là, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas respecté le choix des gens. Quand les gens ont dit je ne veux pas te vacciner, tu peux te faire vacciner. Tu vas perdre ton boulot, tu pourras plus amener tes enfants aux activités périscolaires, et puis tu pourras plus voir tes parents en maison de retraite. C'est juste ça. Moi, je suis juste pour le respect des principes. Et ces principes, quand on réfléchit, ils peuvent nous sauver. Ils peuvent nous sauver. Mais on a décidé volontairement de nier ces principes et de les mettre sous le boisseau. Oui, c'est pas pour rien qu'il y a eu les traités de Nuremberg. Hein. C'est quand même pour ramener aux fondamentaux vraiment humains. Alors, je vous pose la dernière question. On termine l'interview. Alors, si vous pouviez changer une chose maintenant, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? C'est très simple. Moi, ce que je demanderais, c'est juste une chose, c'est un peu de tolérance. Un peu de tolérance. Tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'est pas d'accord avec une idée, par exemple, si quelqu'un vient ici en me disant que le vaccin est formidable, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas le frapper, je ne vais pas... voilà. Et on a constaté durant cet épisode un petit peu triste du Covid, c'est qu'on était sur l'insulte. Sur l'insulte. Quand j'ai Olivier Véran qui dit que ceux qui prescrivent l'ivermectine sont des charlatans, c'est de l'insulte. Pourquoi? Parce que par exemple en Inde, il y a un État d'Inde qui a prescrit l'ivermectine et bizarrement, la courbe de mortalité a chuté. La courbe des cas a chuté. Voilà. Donc encore une fois, il faut arrêter de sortir, il faut arrêter d'être dans l'invective, dans l'insulte. On peut ne pas être d'accord. Si on avait juste ça, je pense que les choses auraient été différentes. Arrêter d'être, par exemple, traiter tes professeurs de charlatans ou tes professeurs de anti-vax. Je veux dire, par exemple, je prends juste un cas. Le professeur Perron. Le professeur Perron c'était le responsable de la vaccination pour la France durant plusieurs années. Comment professeur Perron, on peut le qualifier d'anti-vax? Enfin, ça n'a aucun sens. Vous voyez? Et on lui a mis cette étiquette, et depuis, vous demandez aux gens, professeur Perron, ah oui, professeur Perron, anti-vax, voilà ce que je veux dire. C'est une façon de contrôler les pensées, de mettre des étiquettes et de bloquer, de cliver, d'interdire et de discréditer avant même que le messager ne parle pour discréditer le message. Exactement ça. Donc voilà, c'est que moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait un peu plus de tolérance sur toutes les idées, parce que c'est justement, en fait, il faut savoir que la médecine, c'est pas des chercheurs en blouse blanche avec des éprouvettes, des lunettes qui trouvent des choses. C'est avant tout des médecins de terrain. Je donne juste un dernier exemple. Après, je finirai là, mais il y a eu, par exemple, plusieurs cas de maisons de retraite en France qui ont été traités pour la gale. La gale, c'est un parasite, vous savez, qui rentre sous la peau, qui creuse des galeries, ça provoque des... vous grattez du matin au soir, c'est formidable. Le médecin responsable avait prescrit de l'ivermectine. À tout le monde pour éviter la contamination. Voilà, à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que dans ces maisons de retraite, il y avait très peu de cas de Covid, très peu de morts. Et donc, des médecins, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bah oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser ça? C'était là où est venue l'idée de l'ivermectine. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est que il faut aussi... Pierre Corré en mars 2020. Exactement, exactement. Et donc, l'idée, c'est de faire confiance aux médecins de terrain. Et là, aujourd'hui, enfin, durant cette période, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux médecins, ne recevez pas les gens, on a fait peur aux médecins, vous allez mourir. Vous allez mourir. Voilà, on a fait peur aux médecins. On a dit aux gens, surtout, restez chez vous. Prenez de l'iprane. Comme savoir que la dose mortelle de l'iprane, elle est aux alentours de 4 grammes. Hein, donc ça va vite. Hein, ça va très très vite. Hein. Donc on a dit aux gens, restez chez vous. Et surtout, vous appelez le 15 seulement quand vous êtes très très mal. Ce problème, c'est que les gens appelaient le 15 beaucoup trop tard. Ce qui a entraîner des morts par cascade. Voilà. Mais le Conseil de l'ordre des médecins attaque quand même les médecins qui ont voulu soigner. On a quand même plusieurs cas, Grégory Pamard, Laurence Kaiser, enfin même à Luxembourg, Benoît Hox, etc. C'est quand même Denis Agré. Tous ces médecins ont été radiés, suspendus parce qu'ils ont voulu faire leur travail. À titre personnel, voilà, j'ai défendu des médecins poursuivis devant le Conseil de l'ordre et j'ai eu un sentiment vraiment étrange lors de ces audiences. Pourquoi? Parce que il n'y avait
pas une seule plainte de patient. Au contraire, moi j'arrivais dans le conseil de l'ordre avec des dizaines de témoignages en disant que ce médecin m'a sauvé, ce médecin était humain, il m'a expliqué, j'ai été bien soigné, je n'ai pas eu de Covid grave, ces médicaments ont été efficaces. Et en face, on avait le conseil de l'ordre qui condamnait à tour de bras. Donc, encore une fois, je ne fais de procès à personne, je ne suis pas, voilà, je ne fais pas de lecture de pensée, mais on peut se demander pourquoi, alors qu'il n'y a eu aucune plainte de patient, il y a un tel acharnement sur les médecins qui ont été courageux et qui ont voulu soigner. Donc, est-ce que c'est politique? Je ne sais pas, je m'interroge, mais je ne suis pas sûr que le conseil de l'ordre s'est réveillé un jour en disant « Tiens, il faut que je poursuive tous les médecins qui... » Je pense qu'il y a une volonté politique de dire aux médecins « Écoutez, c'est très simple, vous faites ce qu'on dit de faire, ou alors vous dégagez. » Voilà. Alors que le conseil de l'ordre est conçu pour l'inverse, c'est-à-dire plutôt défendre les médecins ou arrêter un médecin qui serait malfaisant. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil de l'ordre est là pour des questions disciplinaires. Par exemple, si vous frappez un patient, vous insultez un patient, vous violez un patient. Une erreur médicale, une incompétence. Encore que, ou l'erreur médicale, oui, mais c'est vraiment pour les questions de comportement. Par exemple, vous avez des propos racistes. Bon, là, clairement, voilà, c'est pour le là. Mais je donne aussi un autre exemple, c'est que, à ma connaissance, c'est la première fois où le ministère dit aux médecins, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Normalement, le médecin est libre, justement, c'est son art de décider lui-même en fonction du patient quel traitement il va appliquer, puisque chacun est différent. Et là, vous avez par exemple la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui a envoyé des mails précis en disant vous n'avez pas le droit, non mais si, le droit, de prescrire des analyses de dédimère. C'est quoi les dédimères? C'est des analyses de sang. Pour voir les thromboses. Exactement. Pour voir si vous avez des coagulations. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais on voit que vous n'avez pas le droit. Pourquoi? C'est comme ça. Voilà. Vous n'avez pas le droit de prescrire l'hydroxychloroquine. Pourquoi? C'est comme ça. Vous n'avez pas le droit de prescrire. Mais là on peut que conclure qu'il savait très bien qu'avec ces injections, ça générait des hausses de dédimère. Donc, Benoît Hux a prouvé qu'on passait normalement entre 5 et 700 les dédimères et il est arrivé jusqu'à 16 000 de dédimères à Luxembourg. 16 000. Ça veut dire 16 000, c'est un cas où vous devez filer d'urgence à l'hôpital. Donc s'ils interdisent de faire ces analyses, c'est l'intentionnalité, elle est presque évidente, non? Bien sûr, mais au-delà de ça, c'est vraiment la première fois où on dit au médecin, vous devez prescrire ça, vous ne devez pas prescrire ça. Okay. Et l'étape d'après, on le voit l'étape d'après avec l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est que vous êtes médecin, quelqu'un vient vous voir, docteur, j'ai le nez qui coule, j'ai mauvaise circulation, mettez ça dans l'IA vous dit, il faut prescrire ça. Vous pouvez ne pas le suivre. Mais si vous ne le suivez pas, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, vous êtes responsable, le patient peut vous attaquer et vous n'êtes plus couvert par rien. Alors que c'est l'antithèse de l'art de la médecine. La médecine, c'est avant tout la médecine du terrain et c'est une médecine qui est une médecine d'observation. C'est une médecine d'observation du patient. Exactement. Et de connaître son patient et de dialogue voir, entre les médecins. On a dit non, nous on est le ministère, on est plus intelligent que vous forcément parce qu'on est ministre, sinon on ne serait pas ministre. on a un QI bien supérieur au vôtre et donc c'est nous qui savons mieux que vous et on va vous dire ce qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, vous aurez des gros problèmes. Encore une fois, il y a eu beaucoup de médecins qui ont démissionné. On s'est demandé pourquoi. Ça peut être justement une des raisons. Disons que moi, médecin, j'ai pas fait ce métier pour qu'on me dise quoi faire, quoi dire. Sinon, remplacez-moi par une machine, par un robot. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de ça, quoi. En fait, c'est tout le sens qui a été inversé. C'est-à-dire que le sens d'un médecin, c'est vraiment de soigner, de prendre soin de son patient, de développer sa relation avec le patient. La même chose avec les soignants, les infirmiers, les ambulanciers qui n'ont plus le droit d'exercer, que les personnes dans les EHPAD qui doivent maltraiter les personnes âgées. On est dans une inversion totale. C'est-à-dire que la vocation des gens pour le soin, en fait, maintenant, on leur demande de les maltraiter. Et ça devient complètement fou, quoi. Alors, le pire, pour moi, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins qui veulent bien faire leur travail, on les pousse vers la sortie. Donc il restera quoi? On les condamne. Voilà, il restera que les bons petits soldats qui vont réciter par cœur ce que dit la DGS, le ministère de la Santé, et les autres qui sont plus ouverts, ceux-là, rien. Et aussi, il faut savoir que au niveau scientifique, à chaque découverte, il y a eu des oppositions. Par exemple, celui qui a inventé l'IRM, il racontait, il a écrit des livres dessus, il a fait des conférences. Tout le monde, il y avait une opposition forte, donc ça marchait pas, que c'était idiot, il y a eu une forte opposition. Bien sûr, mais toujours. Voilà, si on voit par exemple la théorie de la tectonique des plaques qui est évidente, elle a mis 60 ans pour être Bien sûr. 60 ans. Donc, si vous voulez, si on passe du scepticisme au je vous interdis de parler, je vous baïonne, et si vous n'êtes pas d'accord, allez voir ailleurs si j'y suis, c'est très grave.
C'est-à-dire que là, on se condamne à... C'est du totalitarisme. Ben, et de l'idéologie, application d'une idéologie. Mais la question, c'est pourquoi on a empêché les médecins de soigner. J'ai pas la réponse. D'accord. Je pose la question. Bon, bah écoutez, maître, merci beaucoup. Merci à vous pour cette interview. Merci.